Je voulais que cette soirée soit parfaite. C'était le 14 février, et j'avais tout préparé pour un dîner romantique avec Thomas. Depuis le matin, j'avais imaginé chaque détail. Le menu, l'ambiance, la musique douce qui flotterait dans l'air. Je voulais que ce soit une nuit spéciale, un moment dont nous nous souviendrions longtemps. L'après-midi, j'étais allé acheter les meilleurs ingrédients. J'avais cuisiné avec soin, goûtant chaque sauce, ajustant les épices, m'assurant que tout soit parfait. Le plat préféré de Thomas, un filet de bœuf tendre, accompagné d'une purée onctueuse et de légumes rôtis. J'avais dressé la table avec une précision presque obsessionnelle. Une nappe en lin blanc, 2 assiettes en porcelaine, des verres à vin scintillant sous la lueur tamisée des bougies. 20 heures approchaient, et mon cœur battait d'excitation. J'avais enfilé ma plus belle robe, parfumé ma peau d'une touche de jasmin. Devant le miroir, je m'étais observé, un sourire impatient aux lèvres. Ce soir, nous serions ensemble, rien que nous deux. Lorsque l'horloge indiqua exactement 20 heures, je me suis assise, une coupe de vin à la main, et j'ai attendu. 20 heures passèrent, puis 20h15, puis 20h30. Au début, je n'étais pas inquiète. Thomas avait peut-être été retenu au travail ou coincé dans les embouteillages. Ce n'était pas la première fois qu'il arrivait en retard, et j'avais appris à être patiente. J'ai siroté mon vin, fixant la flamme vacillante des bougies, en me disant qu'il finirait par arriver d'une minute à l'autre. À 21 heures, mon irritation a commencé à grandir. J'ai attrapé mon téléphone et composé son numéro. Une sonnerie, 2 sonneries, puis sa messagerie. « Salut, c'est Thomas. Laissez-moi un message et je vous rappelle. » Bip. J'ai raccroché sans rien dire. J'ai essayé encore. Même résultat. Mon estomac, vide depuis le déjeuner, se serrait douloureusement. Je me suis levé et j'ai fait les 100 pas dans le salon, le regard rivé sur mon téléphone, espérant voir son nom apparaître à l'écran. J'ai envoyé un message. « Tu es où ? J'attends depuis plus d'1 heure. » Aucune réponse. 22 heures. La colère remplaçait peu à peu l'inquiétude. Je me sentais ridicule d'avoir passé autant de temps à préparer ce dîner pour qu'il ne daigne même pas répondre à un simple message. J'ai envoyé un second texto, plus sec. « Si tu ne voulais pas venir, il suffisait de le dire. » Le silence en retour me paraissait presque insultant. L'appartement, pourtant si chaleureux avec ses lumières tamisées et son parfum de nourriture, commençait à me sembler oppressant. Il n'y avait que moi, seul, avec ce repas intact devant moi, et un vide de plus en plus pesant dans l'air. 23 heures approchaient. Je m'apprêtais à tout ranger et à aller me coucher quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. J'ai sursauté. Des pas lourds ont résonné dans la cuisine. « Thomas ?» Ma voix a résonné dans l'appartement silencieux. Aucun bruit ne vint me répondre. Seul le craquement discret du parquet sous des pas lents et mesurés. Mon cœur s'est accéléré. L'agacement que j'avais ressenti toute la soirée s'évapora d'un coup, remplacé par un frisson d'inquiétude. Il y avait quelqu'un dans ma cuisine. Je n'avais entendu aucun trousseau de clés, aucun bruit distinctif qui aurait pu m'indiquer que c'était bien Thomas. J'ai avancé lentement dans le couloir, mes jambes soudain plus lourdes, mon souffle court. La lumière tamisée du salon s'étirait jusqu'à l'entrée de la cuisine, projetant une lueur vacillante sur les murs. « Thomas, c'est toi ?» Silence. Un pas de plus, et j'ai enfin vu l'intérieur de la cuisine. Tout était exactement comme je l'avais laissé. La nappe parfaitement disposée, les bougies à moitié consumées, les verres encore remplis de vin rouge. Pourtant, quelque chose clochait. J'ai froncé les sourcils, incapable de comprendre immédiatement ce qui n'allait pas. Puis mon regard est tombé sur les assiettes. Elles n'étaient plus vides. Elles étaient sales, comme si quelqu'un avait mangé à notre place. Mon souffle s'est coupé. Je suis resté figé sur le seuil de la cuisine, incapable de bouger, incapable de penser. Les assiettes, elles étaient pleines tout à l'heure, intactes, prêtes pour notre dîner. Maintenant, il ne restait que des traces de sauce, quelques morceaux épars, des couverts négligemment posés sur les bords. Les verres portaient des empreintes de doigts qui n'étaient pas les miennes. Un frisson glacé a parcouru ma colonne vertébrale. Quelqu'un était entré. Quelqu'un s'était assis ici. Quelqu'un avait dîné à cette table, dans un silence absolu. Mes mains tremblaient quand j'ai saisi mon téléphone sur le comptoir. Mes doigts étaient crispés autour de l'appareil, comme si c'était la seule chose qui pouvait encore me rattacher à la réalité. J'ai déverrouillé l'écran d'un geste fébrile. Une vibration m'a fait sursauter. Une notification. Un message de Thomas. « Pardonne-moi, mon amour. J'ai eu un accident. Je n'ai pas survécu. »
Le téléphone m'a glissé des mains. Le choc m'a cloué sur place. Mon téléphone a heurté le sol dans un bruit sourd, mais je n'ai même pas eu le réflexe de le ramasser. Mon cœur battait à tout rompre, mon souffle était saccadé. Ce message, ce n'était pas possible. Thomas ne pouvait pas l'avoir écrit. Il ne devait pas l'avoir écrit. D'un geste tremblant, j'ai fini par ramasser mon téléphone. L'écran était fissuré, mais le message était toujours là, figé devant mes yeux. J'ai cliqué sur le contact de Thomas et appelé, priant pour entendre sa voix, pour qu'il me dise que tout ça n'était qu'une mauvaise blague, une erreur. Une tonalité. Deux tonalités. Puis une voix robotique, le numéro que vous essayez de joindre n'est plus attribué. Un vertige m'a prise. J'ai reculé d'un pas, manquant de heurter la table. Mon regard s'est posé à nouveau sur les assiettes. La chaise de Thomas était légèrement tirée en arrière, comme si quelqu'un venait de s'y lever. Un courant d'air glacial a parcouru la pièce, faisant vaciller la flamme des bougies. Puis, dans ce silence étouffant, un murmure a résonné tout près de mon oreille. Je suis venu, comme promis. Un souffle froid a effleuré ma nuque. Les bougies se sont éteintes d'un coup. Et dans l'obscurité totale, j'ai senti une présence derrière moi. Cela faisait des mois que je parlais avec Sophie. Nous nous étions rencontrés sur un forum de littérature, un endroit où les âmes solitaires venaient partager leurs passions, leurs pensées les plus profondes. Très vite, nous avions découvert une affinité rare, une connexion presque irréelle. Chaque conversation me donnait l'impression de la connaître depuis toujours. Sa façon d'écrire, son humour subtil, son intelligence. Tout en elle me fascinait. Au fil des semaines, une évidence s'était imposée. Nous devions nous rencontrer. Nous avions choisi une date symbolique, le 14 février. Une soirée parfaite, dans un restaurant que Sophie avait elle-même suggéré, un établissement discret au charme ancien, niché au cœur de la ville. En ce soir d'hiver, je me préparais avec soin, choisissant une chemise sombre et une veste élégante. Mon reflet dans le miroir me renvoya l'image d'un homme fébrile, un peu nerveux, mais excité. Était-ce normal d'être aussi impatient? Après tout, ce n'était qu'un rendez-vous. Mais une voix au fond de moi savait que c'était bien plus que cela. J'arrivais avec quelques minutes d'avance. Le restaurant était exactement comme Sophie l'avait décrit. Un éclairage tamisé, des murs en pierre apparente, une atmosphère feutrée où le murmure des conversations se mêlait au tintement des verres. Une odeur de bois brûlé flottait dans l'air, apportant une chaleur réconfortante en contraste avec le froid mordant de l'extérieur. Je donnai mon nom au serveur, qui me conduisit à une table près d'une grande baille vitrée donnant sur la rue. De là, j'avais une vue parfaite sur l'entrée. Je commandai un verre de vin rouge en attendant. Mon cœur battait vite. À chaque mouvement près de la porte, je relevai la tête, espérant voir Sophie apparaître. Les minutes s'étirèrent. Je vérifiai l'heure sur mon téléphone. Elle aurait dû être là. Peut-être un retard, une difficulté à se garer. J'envoyai un premier message, simple, je suis arrivé, je t'attends. Puis un et deuxième, quelques minutes plus tard, tout va bien. Pas de réponse. Je fixai l'écran de mon téléphone, attendant que les 3 petits points apparaissent, signe qu'elle était en train d'écrire. Mais rien. L'heure tournait, et toujours aucun message, aucun appel. Mon verre de vin était presque vide, et ma patience s'effritait peu à peu. Peut-être s'agissait-il d'un simple contretemps, peut-être avait-elle changé d'avis au dernier moment. Un léger agacement commença à monter en moi. Après des mois de conversations profondes, après tant d'attente et d'anticipation, se pouvait-il qu'elle me laisse là, seule, sans explication? Je tentai de me raisonner. Il y avait forcément une explication logique. Mais alors que je me faisais violence pour garder mon calme, mon téléphone vibra enfin. Un frisson remonta le long de ma nuque lorsque je lus son message. « Je suis là, je te vois. » Je relevai aussitôt la tête, scrutant les alentours. Mon regard balaya la salle du restaurant, passant d'une table à l'autre. Des couples discutaient à voix basse, des amis riaient en partageant des plats, mais aucune trace de Sophie. Mon cœur battait plus fort. Peut-être était-elle encore dehors, hésitant à entrer. Je jetai un coup d'œil par la baie vitrée. La rue était calme, seulement quelques passants emmitouflés dans leurs manteaux, marchant rapidement sous la lumière orangée des réverbères. Aucune silhouette qui aurait pu être la sienne. Mon téléphone vibra une seconde fois. Une nouvelle notification. Une photo. Je cliquai dessus, et mon souffle se coupa net. Sur l'image, on me voyait assis à ma table, exactement comme à cet instant. Le cliché avait été pris de très près,
comme si la personne qui l'avait capturé se trouvait juste à quelques mètres de moi. Mes doigts se resserrèrent sur le téléphone. Mon regard se leva brusquement. Quelqu'un m'observait. Je restais figé, le téléphone dans les mains, mes yeux rivés sur la photo. C'était moi, assis là, seul, exactement comme je l'étais en ce moment. Mais la proximité de l'image me glaçait. On aurait dit que la photo avait été prise juste à côté de ma table, à quelques pas à peine. Je n'avais vu personne s'approcher, personne ne m'avait observé si de près. Une étrange sensation de malaise s'empara de moi. Je me levai brusquement, balayant la salle du regard une fois de plus. Toujours personne. Je n'arrivais pas à y croire. C'était comme si la photo avait été prise dans l'instant même, mais par qui? Qui pouvait être si près de moi sans que je le remarque? Les serveurs n'avaient pas eu le temps de s'approcher, et tous les clients semblaient occupés à leur propre conversation. Mon cœur battait la chamade. Je me sentais soudainement pris au piège, observé par des yeux invisibles, un observateur sans visage qui se trouvait dans la pièce, mais que je ne pouvais pas repérer. Mon esprit commença à s'embrouiller. Peut-être que Sophie était déjà là, mais se cachait quelque part. Peut-être qu'elle m'attendait discrètement, me testant, observant ma réaction. Je relus le message. Je suis là, je te vois. Et la photo? Cette photo. Je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression que quelque chose clochait profondément. Je pris une grande inspiration, cherchant à me calmer. Je devais agir logiquement. Mais, avant même que je puisse envoyer un message de réponse, le serveur qui m'avait accompagné jusque-là s'approcha de ma table, une expression étrange sur son visage. Il ne semblait pas tout à fait à l'aise. Je lui montrai la photo. « Vous avez vu cette personne? C'est Sophie. Elle est censée être ici avec moi. » Le serveur prit le téléphone sans dire un mot. Il le regarda, son visage se décomposant lentement. Ses mains tremblaient légèrement. Un long silence s'installa. Puis, d'une voix basse, presque inaudible, il murmura. « Elle ne peut pas être là. Cette femme est morte. Il y a 2 ans. Elle a été assassinée ici, dans ce restaurant. » Un frisson glacial me traversa. La réalité sembla se déformer autour de moi. Mon esprit ne parvenait pas à saisir ce que le serveur venait de dire. La pièce sembla se déformer autour de moi, comme si l'air devenait plus épais, plus lourd. Je n'arrivais pas à prononcer un mot, mes lèvres restaient figées, incapables de réagir. Le serveur, lui, semblait totalement bouleversé. Il s'éloigna un peu, comme s'il avait besoin de reprendre son souffle. Il balaya la salle du regard, s'assurant que personne n'entendait, avant de revenir vers moi, d'un air furtif. « Je ne devrais pas vous dire ça, » commença-t-il, d'une voix brisée. « Mais il faut que vous sachiez. Cette jeune femme, Sophie, vous dites, elle a été assassinée ici, dans ce restaurant, il y a 2 ans. Elle était l'une des premières victimes de ce que la police a appelé l'assassin du 14 février. Ce soir-là, un homme l'a tuée dans cette même salle. Il n'a jamais été retrouvé. Après sa mort, il s'est passé des choses étranges. Des témoignages de gens disant l'avoir vue, de lumière vacillant dans cette salle, comme si elle était encore là. Je le regardais, incrédule. Mon cœur battait à toute vitesse, un froid glacial envahissant chaque fibre de mon être. Impossible. C'était absurde. Comment pouvait-on parler de cela avec autant de calme? Comment pouvais-je croire à une histoire pareille? Mais en même temps, un sentiment irrésistible de terreur commençait à m'envahir. Le garçon, bien qu'évidemment perturbé, ne semblait pas exagérer. Il était visiblement mal à l'aise de me raconter cela, comme si, dans son esprit, tout cela n'était que trop réel. Je le fixais, mes yeux fixés sur lui comme si j'espérais qu'il me dise que tout ça n'était qu'une farce, une simple coïncidence. Mais il se contenta de secouer la tête, ses yeux fuyant les miens. « Vous ne comprenez pas. Cette photo que vous avez reçue, elle ne peut pas avoir été prise par Sophie, parce qu'elle est morte. Et elle ne vous voit pas. Elle ne peut plus vous voir. » Le froid se fit plus intense. Je déglutis, sentant une sueur froide se former sur ma peau. La pièce semblait se fermer sur moi. Je me levai brusquement, mon esprit cherchant une explication logique, quelque chose de rationnel, mais rien ne venait. Tout ce que je savais, c'est que la terreur s'insinuait en moi à chaque seconde. Alors que je tournais sur moi-même, à la recherche d'une issue, je sentis un frisson parcourir ma nuque, comme si quelqu'un était juste derrière moi. Je n'osais pas me retourner. Je n'osais plus bouger, mon regard fixé sur le garçon qui, à son tour, semblait figé, la peur se lisant clairement sur son visage.
La pièce était soudainement devenue silencieuse, trop silencieuse. Je pouvais entendre le battement frénétique de mon propre cœur résonner dans mes oreilles. La lumière du restaurant semblait vaciller, comme si quelque chose perturbait l'atmosphère, comme si l'air lui-même devenait plus dense, plus oppressant. Mon téléphone vibra à nouveau, me tirant de mon état de paralysie. Je baissai les yeux vers l'écran. Une nouvelle notification de Sophie. Mon estomac se serra immédiatement. « Félicitations pour ton anniversaire, Julien. Enfin, nous sommes réunis. » Je ne savais plus quoi penser. Comment était-ce possible? Comment pouvait-elle encore m'écrire, après tout ce que j'avais appris? L'angoisse me broyait le cœur. Je levai les yeux, toujours sans oser regarder derrière moi. Je sentais une présence, palpable, derrière moi. Un souffle glacé effleura ma peau, une pression étrange sur mes épaules. Et puis, je vis quelque chose. À travers la baie vitrée, dans le reflet du restaurant, je vis une silhouette floue, une forme féminine, tout juste discernable, se tenir là, derrière moi. Ses traits étaient indiscernables, comme si elle était faite d'ombre et de lumière. Mais je la voyais clairement, dans le reflet du verre. Elle était là, immobile, et me regardait, fixement, sans un mouvement. Je n'osais pas respirer. Je me retournai brusquement, mais il n'y avait rien. La salle était vide derrière moi. Aucun signe de cette présence. Rien. Je fis un pas en arrière, le regard pris dans celui du garçon, qui semblait encore plus pâle, presque fantomatique. Il murmura, d'une voix tremblante. « Elle ne part jamais. Elle est toujours là, à attendre, à observer. » À cet instant, je sentis une étrange chaleur sur mon visage, comme si quelqu'un soufflait tout près de moi. Je fixai mon téléphone, l'écran brillant de l'éclat de la photo que j'avais reçue. Et là, dans l'angle supérieur de l'image, dans le reflet du verre du restaurant, je vis à nouveau la silhouette. Elle était là. Et cette fois, elle était plus nette, plus proche. Son visage était flou, mais ses yeux, je les reconnaissais, ceux de Sophie. Ce soir-là, je rentrais chez moi après un dîner parfait avec Julien. Nous avions ri, partagé du vin et échangé des regards amoureux sous la lumière tamisée du restaurant. Tout semblait si simple, si naturel, comme si nous étions faits l'un pour l'autre. Il m'avait embrassé sur le front avant que nous nous séparions, me promettant de m'écrire avant de dormir. Lorsque j'atteignis la porte de mon immeuble, quelque chose attira mon attention. Juste devant mon appartement, posée avec soin sur le paillasson, se trouvait une petite boîte carrée, soigneusement emballée dans un papier rouge brillant et ornée d'un ruban en satin. Je fronçai les sourcils. Ce n'était pas mon anniversaire, ni une occasion particulière. Était-ce de la part de Julien? Un dernier geste romantique après notre soirée? Intrigué, je ramassai la boîte. Elle était légère, mais un frisson parcourut ma colonne vertébrale lorsque je sentis une légère humidité sous mes doigts. Je dénouai lentement le ruban et soulevai le couvercle. Aussitôt, une odeur métallique et esséurante emplit l'air. Mon estomac se noua, et un vertige me prit lorsque mes yeux se posèrent sur le contenu. Un cœur. Un véritable cœur humain reposait à l'intérieur, encore rouge, encore humide. Un petit morceau de papier, soigneusement plié, était posé juste à côté. Tremblante, les mains couvertes d'une moiteur glacée, je dépliai le billet. « Tu auras toujours mon amour. » Mon souffle se bloqua. Mes jambes fléchirent sous moi, et je dus m'appuyer contre la porte pour ne pas tomber. Mon premier réflexe fut de sortir mon téléphone. Je composai le numéro de Julien avec des doigts tremblants. Une tonalité, 2 tonalités, puis la boîte vocale. Son téléphone était éteint. Je restai figé devant la boîte, mon cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait éclater dans ma poitrine. L'odeur métallique du sang semblait s'accrocher à mes narines, envahissant mes poumons à chaque inspiration. Qui pouvait avoir fait ça? Qui pouvait m'avoir envoyé ça? Je tentais de rationaliser. Peut-être était-ce une mauvaise plaisanterie, une mise en scène macabre orchestrée par quelqu'un de mauvais goût. Mais alors, pourquoi ce message? Pourquoi ces mots qui ressemblaient tant à quelque chose que Julien aurait pu dire? Un frisson me parcourut. J'essuyai mes mains moites sur mon manteau et recomposai le numéro de Julien. À nouveau, la boîte vocale. J'envoyai un message, « Appelle-moi, c'est urgent ». Puis un autre, plus paniqué, « Julien, s'il te plaît, réponds-moi ». Aucune réponse. Je tentais de me convaincre qu'il dormait, que son téléphone était en mode silencieux. Mais une angoisse sourde s'insinuait en moi,
une intuition malsaine qui refusait de se taire. Mes doigts tremblaient toujours lorsque je refermais la porte derrière moi, verrouillant immédiatement tous les verrous. Je posais la boîte sur la table de la cuisine, incapable de la regarder plus longtemps. J'aurais dû appeler la police à cet instant précis, mais mon esprit était trop embrouillé, mon corps trop paralysé par la peur. Je fis couler l'eau du robinet et me laver les mains avec frénésie, tentant d'effacer l'impression d'avoir touché quelque chose de maudit. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Chaque bruit dans l'appartement me faisait sursauter, chaque ombre projetée par la lumière de la rue me donnait l'impression que quelqu'un m'observait. Mon téléphone resta serré dans ma main, mes yeux fixés sur l'écran dans l'attente d'un message, d'un signe, de n'importe quoi qui pourrait me rassurer. Mais Julien ne répondit jamais. Le lendemain matin, je fus réveillé en sursaut par la sonnerie insistante de l'interphone. Mon corps était engourdi par le manque de sommeil, mes pensées encore embrouillées par la nuit d'angoisse que je venais de passer. Je jetai un coup d'œil à mon téléphone. Aucun message, aucune réponse de Julien. Le cœur battant, je me levai et allai jusqu'à l'interphone. « Madame Moreau, police nationale. Ouvrez, s'il vous plaît. » La police? Mon sang se glaça instantanément. Pendant une fraction de seconde, j'eus l'impression que tout autour de moi devenait irréel, comme si je me trouvais à l'intérieur d'un cauchemar. J'appuyai sur le bouton pour déverrouiller l'entrée de l'immeuble et restai figé devant ma porte, les poings crispés. Quelques instants plus tard, on frappa. J'ouvris lentement, découvrant deux policiers en uniforme. L'un d'eux, un homme d'une cinquantaine d'années au visage grave, me fixa avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. L'autre, une femme plus jeune, semblait m'observer avec une étrange prudence. « Madame Moreau, nous devons vous parler de Julien Lefebvre. » Mon cœur se serra. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je d'une voix tremblante. L'officier hocha la tête avec un air solennel. « Je suis désolé de vous apprendre que M. Lefebvre a été retrouvé mort ce matin dans son appartement. » Un silence écrasant s'abattit sur la pièce. Je crus que mes jambes allaient céder sous moi. « Ce n'est pas possible, » murmurai-je, sentant mes lèvres s'assécher instantanément. L'agent prit la parole, plus doucement. « Nous comprenons que cette nouvelle est un choc, mais nous avons des questions à vous poser. » Ma gorge était si serrée que j'avais du mal à respirer. « Comment est-il mort ?» L'homme hésita, échangeant un regard avec sa collègue. Son corps a été découvert par un voisin inquiet de ne pas l'avoir vu depuis hier soir. La porte de son appartement était entr'ouverte, et nous avons trouvé Julien allongé sur le sol de son salon. J'avais l'impression que chaque mot était une lame s'enfonçant un peu plus profondément dans ma chair. Puis la phrase tomba. Son torse était ouvert. Son cœur avait disparu. Je reculai d'un pas, une main sur ma bouche pour étouffer un cri. Dans la cuisine, la boîte rouge était toujours là. Et à l'intérieur, le cœur que j'avais trouvé la veille. Un étau invisible se referma sur ma poitrine, m'empêchant presque de respirer. Mon regard glissa lentement vers la table de la cuisine, là où reposait encore la boîte rouge. Une vague de nausée monta en moi. Le cœur, ce cœur, était-ce celui de Julien? Je fis un pas en arrière, secouant la tête comme si cela pouvait effacer la réalité qui s'imposait brutalement à moi. Les policiers suivirent mon regard. « Il y a un problème, Madame Moreau ?» demanda l'agente, sa voix se teintant de méfiance. Je déglutis difficilement avant de murmurer. « Il y a quelque chose que vous devez voir. » Mes jambes tremblaient alors que je me dirigeais vers la table. J'ouvris la boîte d'une main hésitante, le couvercle semblant peser une tonne. L'odeur métallique et fétide me frappa à nouveau. Les policiers se figèrent. « Mon Dieu !» souffla l'homme en reculant d'un pas. L'agente sortit immédiatement son talkie-walkie. « Ici l'agent Lambert, nous avons une découverte macabre au domicile de la compagne de la victime. » Le regard du policier se posa sur moi, plus dur cette fois. « Pourquoi ne nous en avez-vous pas parlé immédiatement ?» Je secouai la tête, paniqué. Je ne savais pas quoi faire. Je l'ai trouvé hier soir, quelqu'un l'avait laissé devant ma porte. Quelqu'un? Qui? Je n'en sais rien. Je sentais la tension monter. La présence du cœur dans mon appartement me liait inévitablement à cette horreur. Et plus je réfléchissais, plus l'angoisse me nouait le ventre. Si ce n'était pas moi, alors c'est que quelqu'un voulait que je le possède. Un message, un avertissement, ou pire encore, une offrande. « Madame Moreau, où étiez-vous cette nuit ?» demanda l'officier d'un ton plus sec. Je levai les yeux vers lui, bouleversé. « Vous pensez que c'est moi qui ai fait ça ?» Un silence pesant s'abattit sur la pièce.
Je compris alors une chose terrifiante, le véritable coupable était toujours dehors. Et il avait voulu que je sois mêlé à ce cauchemar. L'interrogatoire dura des heures. Assise dans cette petite pièce froide du commissariat, je répondais aux questions encore et encore, répétant la même histoire. Le dîner avec Julien, mon retour à l'appartement, la boîte posée devant ma porte. Les policiers prenaient des notes, échangeaient des regards. Je voyais dans leurs yeux qu'ils doutaient. Vous dites que vous n'avez entendu aucun bruit dans la nuit? Pas de pas, pas de voiture suspecte? Non, rien. Et vous n'avez aucun ennemi? Quelqu'un qui aurait voulu vous faire peur? Je secouai la tête, mais une pensée me frappa soudain. Attendez, soufflai-je. Il y a bien quelqu'un. Un frisson parcourut mon échine. Un souvenir refaisait surface, un détail que j'avais enfoui sous le choc. Julien avait un ex-compagnon, murmurai-je. Il m'a parlé de lui une fois. Leur relation s'était très mal terminée. L'agent Lambert prit des notes. Vous avez un nom? Adrien. Je ne connais pas son nom de famille, mais Julien disait qu'il était obsessionnel. Les policiers échangèrent un regard rapide avant que l'un d'eux ne quitte la pièce précipitamment. Je restai là, seul avec mes pensées, mon cœur battant à tout rompre. Si c'était lui, s'il avait fait ça, était-il toujours là, quelque part, à me surveiller? Un bruit de pas précipités retentit dans le couloir, puis la porte s'ouvrit brusquement. On vient de retrouver son adresse. L'agent Lambert me fixa, son expression indéchiffrable. Et il a disparu. Un silence glacé tomba sur la pièce. Je sentis un poids écrasant sur ma poitrine. Ce n'était pas terminé. La nuit était douce, l'air encore imprégné du parfum du vin et des bougies du restaurant. Je souriais en repensant à la soirée avec Damien, à la chaleur de sa main sur la mienne, à la façon dont il m'avait regardé sous la lumière tamisée. Tout semblait parfait. Mais dès que j'atteignis la porte de mon appartement, un frisson me parcourut l'échine. Une boîte était posée juste devant l'entrée, soigneusement emballée d'un papier rouge satiné, noué d'un ruban noir. Mon cœur rata un battement. Il n'y avait aucune carte, aucun signe indiquant l'expéditeur. Un instant, je crus que c'était un cadeau de Damien, une attention romantique pour clore la soirée en beauté. Pourtant, quelque chose me retenait. Une sensation étrange, une alerte sourde au creux du ventre. Je me baissai lentement, effleurant le papier du bout des doigts avant de défaire le ruban. Le nœud se défit avec un chuchotement soyeux. J'ouvris délicatement le couvercle. Une odeur métallique et esséurante s'éleva immédiatement. Je reculai, une main sur la bouche. L'intérieur de la boîte était tapissé d'un liquide sombre, visqueux. Et là, au milieu, reposait un cœur humain. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Les battements de mon propre cœur s'emballèrent, cognant contre mes côtes comme s'ils voulaient fuir mon corps. Mes mains tremblèrent tandis que mes yeux se posaient sur un petit morceau de papier plié, coincé entre les parois ensanglantées. Je n'osais pas le toucher, mais les lettres tracées à l'encre noire me semblèrent étrangement familières. Je déglutis avec difficulté avant de murmurer le message inscrit dessus. Même la mort ne m'empêche pas de t'aimer. Mes doigts se crispèrent autour du billet, mes yeux fixant les lettres comme si elles allaient disparaître sous mon regard. Cette écriture, je la connaissais. Chaque courbe, chaque inclinaison des lettres me ramenait à une époque révolue. C'était celle de Lucas. Un poids glacé s'abattit sur ma poitrine. C'était impossible. Lucas était mort il y a 1 an, un accident brutal qui l'avait arraché à la vie en une fraction de seconde. Sa voiture s'était encastrée contre un arbre après une sortie de route, un choc si violent que les secours avaient déclaré qu'il n'avait pas souffert. Alors, comment cette écriture pouvait-elle être la sienne? Mes jambes vacillèrent, et je me raccrochai au chambranle de la porte. Une vague de nausée monta en moi, mêlant l'odeur persistante du sang au vertige qui menaçait de m'emporter. C'était une blague. Une mise en scène morbide orchestrée par quelqu'un qui connaissait notre histoire. Peut-être un ancien ami, un mauvais plaisantin qui voulait jouer avec mes nerfs. D'un geste brusque, je balançai la boîte au fond du couloir, mes mains poisseuses de sang tremblant toujours. Je ne voulais plus la voir. Ni le cœur, ni ce maudit billet. Je me forçai à respirer profondément et repousser le flot de pensées qui s'entrechoquaient dans mon esprit. Ce n'était qu'une coïncidence, ou une farce sinistre. Rien de plus. Trop épuisé pour réfléchir davantage, je me dirigeai vers la salle de bain, ouvris le robinet et laissai l'eau brûlante couler sur mes mains. Le sang s'effaça peu à peu, traçant des rivières rouges le long du lavabo avant de disparaître dans le siphon.
Quand je relevai les yeux vers le miroir, je crus voir quelque chose bouger derrière moi. Une ombre furtive. Une silhouette floue. Je me retournai d'un coup. Rien. Juste le silence oppressant de mon appartement. Je soufflai longuement et secouai la tête. Il fallait que je dorme. Je m'étais endormi avec difficulté, le corps tendu sous les draps, la boîte maudite toujours quelque part dans le couloir. Pourtant, à un moment, l'épuisement avait eu raison de moi. Un bruit me tira brusquement du sommeil. Quelque chose de léger. Un frôlement. J'ouvris les yeux dans l'obscurité de ma chambre. Le silence régnait, oppressant, mais j'avais cette sensation étrange. Comme si je n'étais plus seul. Mon souffle était court, mes muscles figés sous la couette. Puis, lentement, une brise glaciale se glissa contre ma nuque. Et alors, je le sentis. Un toucher délicat sur mon épaule. Léger, presque tendre. Mon cœur se figea avant de repartir dans une course affolée. Quelqu'un était là, dans ma chambre, juste derrière moi. Je n'osais pas bouger. L'air était chargé d'une odeur étrange, un mélange de terre humide et de métal rouillé. Une odeur que je connaissais trop bien après avoir ouvert cette boîte. Puis, une voix, un murmure. « Tu as reçu mon cadeau ?» Ma gorge se serra, mes doigts s'accrochèrent au drap. La voix était douce, brisée. Une voix que je n'avais pas entendue depuis un an. « Lucas, impossible !» Je rassemblai tout mon courage et tournai lentement la tête. Il était là, debout, au bord du lit. Pâle. Ses yeux, enfoncés dans des orbites sombres, me fixaient avec une intensité morbide. Des mèches de ses cheveux collaient à son front, mouillées de ce qui ressemblait à de la boue séchée. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, un sourire presque triste se dessinant sur son visage. Je voulais crier, bouger, fuir. Mais aucun son ne sortit de ma bouche. Lucas inclina la tête, s'approcha, et dans un murmure glacé, il répéta « Tu as reçu mon cadeau ?» Je clignai des yeux, croyant à un mirage, un jeu cruel de mon esprit. Mais non, il était toujours là. La terreur m'étreignait la gorge, paralysant mes mouvements. La silhouette de Lucas se tenait dans l'obscurité, si proche que je pouvais presque sentir son souffle froid sur ma peau. Je voulais crier, fuir, mais mes cordes vocales refusaient de fonctionner, comme si elles avaient été enroulées dans un étau invisible. Mes mains étaient tremblantes, accrochées désespérément aux couvertures. Lucas pencha encore plus la tête, comme s'il s'attendait à une réponse. Ses yeux vides brillaient dans l'obscurité, comme des trous béants d'où émanait une douleur indescriptible. « Tu as reçu mon cadeau ?» répéta-t-il, d'une voix plus pressante. Mon cœur s'emballa à un rythme insoutenable, battant dans ma poitrine comme une machine en panne. Non, ce n'était pas possible. Je secouai la tête, essayant de repousser la vision devant moi. Mais Lucas était toujours là, son visage figé dans une expression douloureuse, un rictus à peine perceptible. Et puis, il s'éloigna légèrement, un pas en arrière. Je pris mon courage à deux mains et osai bouger. Je me redressai lentement, les mains tremblantes, les jambes comme du coton. Je fis un pas, puis un autre. Mais tout à coup, il disparut, comme une illusion qui se dissipe à la lumière du jour. Le calme revint instantanément, plus oppressant que jamais. Je cherchai du regard, espérant que ce n'était qu'un mauvais rêve, une hallucination due à l'épuisement. Mais rien. Je me précipitai vers la porte, tremblante, le cœur battant encore la chamade, espérant fuir cette folie. Je m'arrêtai au seuil de la pièce, le regard jeté en arrière. Mais il n'y avait plus aucune trace de lui. Juste l'obscurité et le silence. Je n'étais pas prête pour ce que j'allais découvrir ensuite. Quand je retournai dans la chambre, je remarquai que le sol était recouvert de traces de boue fraîche, comme si quelqu'un s'était déplacé dans la pièce en silence, laissant derrière lui des empreintes de pas. Et, au centre de la pièce, un détail qui me fit frissonner, un petit objet posé sur mon oreiller. C'était un billet. Un autre billet, écrit de la même calligraphie. Ne pense pas pouvoir m'échapper. La peur me paralysa. Mes yeux restèrent fixés sur le billet, comme si je pouvais le lire en boucle, espérant que le message finirait par changer, que ce n'était qu'un malheureux tour du destin. Mais non, les mots, imprimés dans cette même écriture qui m'obsédait depuis le début, me frappèrent de plein fouet. Ne pense pas pouvoir m'échapper. Un frisson me parcourut la colonne vertébrale. J'avais l'impression que la pièce se refermait sur moi, que l'air devenait de plus en plus lourd. Chaque souffle que je prenais semblait me voler un peu plus de mon calme. Je jetai un dernier regard à l'endroit où Lucas avait été, là, juste derrière moi. Rien, plus rien.
pas même un bruit. Mais son parfum, celui de la terre humide et du métal, persistait dans l'air, imprégnant chaque recoin de la pièce. Je me précipitai hors de la chambre, à la recherche d'une échappatoire. Mais quand je mis le pied dans le couloir, mon regard se posa sur la boîte que j'avais jetée plus tôt. Elle était là, exactement où je l'avais laissée. Le ruban noir, dénoué, pendait sur le côté, et la boîte semblait encore contenir quelque chose. Je m'en approchai, le cœur battant à tout rompre, et ouvris le couvercle avec précaution. Mon estomac se noua lorsque je découvris ce qui se trouvait à l'intérieur. Le cœur humain, toujours intact, reposait là, dans la boîte, comme si rien n'avait changé. Mais quelque chose avait changé. L'odeur était plus forte, plus âcre, plus présente. Et au fond de la boîte, un nouvel élément avait fait son apparition. Un petit objet, dans le coin. Un pendentif. Je le pris entre mes doigts tremblants. La chaîne était fine, argentée, et le pendentif en forme de cœur semblait battre, comme si une pulsation venait de l'intérieur. Le choc m'envahit. Il n'y avait plus de doute. Ce cœur, ce n'était pas n'importe quel cœur. C'était le mien. Une voix souffla dans mon oreille, si proche que je n'eus même pas le temps de réagir. Je t'ai toujours aimé, Élodie. Tu m'appartiens maintenant. Je tournai précipitamment, mais encore une fois, il n'y avait personne. Pourtant, la chambre semblait emporter avec elle une partie de mon esprit. La pièce était devenue un lieu maudit, où les souvenirs de Lucas, de son amour et de sa folie, prenaient forme sous mes yeux. La vérité frappait ma conscience avec une brutalité terrifiante. Lucas ne m'avait jamais quitté. Je revenais d'un dîner parfait avec Nicolas. L'air était encore doux pour un soir de février, et la lune projetait une lueur pâle sur les rues pavées. Mon cœur battait légèrement plus vite que d'habitude, porté par le souvenir de son sourire, de sa main effleurant la mienne à travers la table, de ce moment fugace où j'avais cru voir dans ses yeux quelque chose de plus profond, de plus sérieux. Peut-être était-il enfin prêt à s'engager davantage. Cette pensée me fit sourire tandis que je gravissais les marches menant à la porte de mon appartement. C'est alors que je la vis. Une boîte, posée juste devant ma porte. Emballée avec soin dans un papier rouge satiné, entourée d'un ruban noir parfaitement noué. Son apparence élégante aurait dû m'inspirer de la curiosité, voire de l'excitation. Mais une sensation étrange s'insinua en moi. Un malaise diffus, comme si quelque chose n'allait pas. Je restai un instant immobile, le souffle suspendu. Était-ce un cadeau de Nicolas? Il ne m'avait rien dit. Mais peut-être voulait-il me surprendre? Je me baissai lentement, effleurant du bout des doigts le papier lisse et froid. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi, mais j'avais l'impression que cette boîte n'aurait pas dû être là, que je n'aurais pas dû la toucher. Pourtant, ma main tremblante tira sur le ruban. Le nœud se défit dans un bruissement soyeux. J'ouvris la boîte. Une odeur âcre et métallique s'en échappa immédiatement, me soulevant le cœur. Un parfum de rouille? Non, de sang. Mon estomac se serra alors que mes yeux se posaient sur l'intérieur du paquet. Je reculai brusquement, ma gorge se contractant dans un haut-le-cœur incontrôlable. À l'intérieur, niché sur un tissu blanc devenu écarlate, reposait un cœur humain. Je restai figé, incapable de détourner les yeux de l'abomination qui se trouvait devant moi. Mon souffle se fit court, saccadé, comme si mes poumons refusaient de fonctionner correctement. Un cœur humain, posé là, dans une boîte, comme une offrande macabre. L'odeur de sang envahissait mes narines, épaisse, suffocante. J'avais l'impression qu'elle s'infiltrait en moi, qu'elle me collait à la peau. Mes mains tremblaient violemment alors que je laissais tomber le couvercle, qui heurta le sol dans un bruit sourd. C'est à ce moment-là que je le vis. Un petit morceau de papier, soigneusement plié, glissé sous l'organe sanguinolent. Mon estomac se tordit, mais mes doigts, comme mus par une force que je ne comprenais pas, s'approchèrent pour le saisir. Le papier était légèrement humide, imbibé du liquide poisseux qui s'échappait du cœur. Je dépliai lentement le billet, la gorge nouée. Un seul mot y était inscrit, tracé d'une main hésitante, presque tremblante. Amandine. Je sentis mon corps se crisper. Ce nom, il réveillait quelque chose en moi, une sensation vague, diffuse, comme un écho lointain dans ma mémoire. Mais je ne connaissais aucune Amandine. Pourtant, à cet instant précis, j'étais certaine d'une chose, ce message m'était destiné. Et celui qui l'avait envoyé savait exactement ce qu'il faisait. Je ne dormis presque pas cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux,
L'image du cœur ensanglanté surgissait derrière mes paupières, accompagnée de cette odeur métallique qui semblait imprégner jusque dans ma peau. Le nom sur le billet résonnait dans mon esprit comme une menace silencieuse. Amandine. Qui était-elle? Pourquoi quelqu'un m'avait-il envoyé ça? Au matin, j'étais épuisé, les nerfs à vif. Nicolas me téléphona pour me proposer une escapade le temps d'un week-end. Ça nous ferait du bien, tu ne trouves pas? Un petit hôtel dans un village charmant, une ambiance romantique, loin de tout. Son ton était léger, insouciant, comme s'il ignorait la terreur qui me rongeait. J'hésitais. Devais-je lui parler du colis? Lui montrer le billet? Mais quelque chose me retenait. Peut-être la peur d'être prise pour une folle. Peut-être un instinct plus profond, plus obscur. Finalement, j'acceptai. Nous prîmes la route en début d'après-midi, sous un ciel couvert qui donnait au paysage une teinte morne et froide. L'hôtel était une bâtisse ancienne, pleine de charme, avec ses murs de pierre et son jardin envahi par la brume. À l'intérieur, tout était décoré avec goût, bois sombre, lumière tamisée, une cheminée crépitante dans le hall d'entrée. Le réceptionniste, un homme d'une cinquantaine d'années au visage fatigué, nous remit la clé avec un sourire poli. Chambre 203. Vous allez voir, c'est la plus romantique de toutes. Lorsque nous entrâmes dans la chambre, je fus frappé par une étrange sensation. Tout était parfait en apparence. Un lit à baldaquin drapé de voilage blanc, des pétales de rose sur les draps, des bougies alignées sur la commode. Pourtant, une atmosphère pesante planait dans l'air, un frisson imperceptible qui fit courir un courant glacé le long de ma nuque. Je regardais Nicolas, qui déposait nos valises, insouciant. Pourquoi avais-je soudain la certitude que je n'aurais jamais dû venir ici? Cette nuit-là, je me réveillai en sursaut. Au début, je ne sus pas ce qui m'avait tiré du sommeil. La chambre était plongée dans l'obscurité, à l'exception du faible halo de lumière provenant du réverbère à l'extérieur. Nicolas dormait paisiblement à côté de moi, sa respiration lente et régulière. Puis, je l'entendis. Un murmure. Faible, presque imperceptible, mais bien réel. Mon cœur se mit à battre plus vite. Je retins mon souffle, tendant l'oreille. Le son venait de la salle de bain, un chuchotement fragile, comme un souffle glissé à travers une porte entr'ouverte. Je me redressai lentement, mon corps parcouru de frissons. Mon instinct me hurlait de ne pas bouger, de me recoucher, de faire semblant de n'avoir rien entendu. Mais mes jambes, comme animées d'une volonté propre, se balancèrent hors du lit, et mes pieds nus touchèrent le sol froid. Je m'approchai de la porte de la salle de bain, qui était restée entr'ouverte. L'obscurité à l'intérieur était totale. Une vague d'angoisse me traversa. Je tendis la main et allumai la lumière. Le miroir était couvert de buée. Pourtant, il n'y avait ni douche, ni vapeur. Et puis je vis ce qui y était écrit. Un mot, tracé du bout d'un doigt dans la condensation. Chaque lettre tremblante, hésitante, comme griffonnée à la hâte. Amandine. Je reculai d'un pas, le sang glacé dans mes veines. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas une coïncidence. Derrière moi, Nicolas bougea dans le lit. Sa voix endormie s'éleva dans le silence. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je voulus lui répondre. Lui dire que quelque chose n'allait pas. Mais à cet instant précis, dans le silence oppressant de cette chambre, une évidence s'imposa à moi. Quelqu'un, ou quelque chose, voulait que je me souvienne d'Amandine. Le lendemain matin, je descendis à la réception, le cœur battant encore sous l'effet de la peur de la nuit précédente. Nicolas, lui, semblait parfaitement détendu, comme si rien d'étrange ne s'était passé. Peut-être n'avait-il pas entendu le murmure. Peut-être n'avait-il pas vu le miroir. Mais moi, je savais que ce n'était pas un rêve. Le réceptionniste, un homme à l'air fatigué que nous avions vu la veille, releva la tête en me voyant approcher. « Bonjour, mademoiselle. Bien dormi ?» J'hésitai une seconde, puis pris mon courage à deux mains. « Excusez-moi, connaissez-vous une Amandine ?» Je vis immédiatement son visage se figer. Son sourire poli disparut et ses traits se durcirent. « Où avez-vous entendu ce nom ?» demanda-t-il d'une voix plus grave. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Il savait. Il était écrit sur le miroir de notre salle de bain cette nuit, soufflez-je. Le réceptionniste jeta un regard nerveux autour de lui, comme s'il craignait qu'on nous entende. Puis, après un instant d'hésitation, il poussa un profond soupir et fit signe de le suivre dans une petite pièce adjacente. Lorsqu'il referma la porte derrière nous, son regard se fit plus grave. « Amandine,
était une jeune femme qui a séjourné ici il y a plusieurs années. Elle était venue avec son fiancé, un homme charmant en apparence. Le soir de la Saint-Valentin, ils ont dîné en ville. On rit, se sont embrassés, comme n'importe quel couple amoureux. Il s'interrompit un instant, baissant les yeux. Mais cette nuit-là, dans cette chambre, il a tué. Mon sang se glaça. Il l'a tué? Murmurai-je. Il lui a arraché le cœur. Un vertige me saisit, et je dus m'agripper au dossier d'une chaise pour ne pas vaciller. Et son fiancé? Demandai-je d'une voix faible. Le réceptionniste releva lentement la tête. La police ne l'a jamais retrouvé. On dit qu'il a disparu sans laisser de traces. Ma gorge se serra. Quelque chose en moi savait déjà ce qu'il allait dire ensuite, mais j'avais besoin de l'entendre. Qui était-il? Le réceptionniste me fixa un long moment, comme s'il hésitait à répondre. Puis, lentement, il murmura. Son nom était Nicolas. Le sol sembla se dérober sous mes pieds. Je sentis une présence derrière moi. Une ombre. Une chaleur. Je me retournai lentement. Nicolas était là, debout dans l'encadrement de la porte. Il me regardait avec un sourire énigmatique. Son regard était étrangement doux. « Alors, tu as compris, chuchota-t-il. » Je voulus hurler, mais il était déjà trop tard. Je suis rentré chez moi tard ce soir, après un dîner romantique avec Maxime. L'air était encore empreint du parfum de son étreinte, de la chaleur de ses mains sur les miennes. Un sourire flottait sur mes lèvres alors que je montais les marches de mon immeuble, le cœur léger. Mais quelque chose a brisé ce moment de douceur. Devant ma porte, posée avec soin sur le paillasson, se trouvait une boîte. Une boîte de taille moyenne, recouverte d'un papier cadeau rouge satiné, noué d'un ruban noir. Mon cœur a raté un battement. Maxime n'avait rien laissé entendre sur une surprise. Et pourquoi l'avoir laissé dehors plutôt que de me la donner en personne? Je me suis penché, cherchant une étiquette, un indice sur l'expéditeur. Rien. Juste ce paquet incongru qui semblait m'attendre. Une étrange nervosité s'est insinuée en moi, mais la curiosité l'a emporté. J'ai attrapé la boîte et l'ai ramenée à l'intérieur. Sous la lumière blafarde de mon salon, j'ai lentement défait le nain et soulevé le couvercle. Immédiatement, une odeur métallique et esséurante s'est échappée de l'intérieur. Mon estomac s'est retourné alors que mes yeux tombaient sur le contenu. Un cœur humain. Il était posé sur un tissu noir, encore luisant, comme s'il avait été arraché il y a peu. Mes mains tremblaient. Ma respiration s'est faite saccader. Puis, j'ai vu le bout de papier à côté. Je l'ai saisi du bout des doigts, les lettres tracées à l'encre rouge me glaçant jusqu'à la moelle. La peur s'insinue. Mes doigts tremblaient alors que je déchiffrais le message. L'écriture était irrégulière, presque hachurée, comme si elle avait été tracée avec une hâte fébrile. Je n'arrivais pas à respirer correctement. Mon esprit s'emballait. Qui aurait pu faire une chose pareille? J'ai laissé tomber le papier et reculé d'un pas, mon regard toujours rivé sur la boîte et son contenu monstrueux. L'odeur métallique du sang flottait dans l'air, me donnant la nausée. Il fallait que j'appelle Maxime. Il saurait quoi faire. Il fallait aussi prévenir la police. D'une main moite, j'ai attrapé mon téléphone sur la table et composé son numéro. Une tonalité. 2, 3. Puis sa voix, chaude et familière, a retenti. Élodie, tout va bien? J'ai ouvert la bouche pour parler, mais les mots se sont étranglés dans ma gorge. Comment expliquer ça? Comment mettre des mots sur l'horreur qui se déroulait sous mes yeux? Quelqu'un a laissé une boîte devant ma porte. Une boîte? Avec un cœur à l'intérieur. Un vrai cœur. Le silence de Maxime a duré une seconde de trop. Puis, sa voix s'est faite plus tendue. Appelle la police. Tout de suite. Je me suis dirigé vers l'entrée, mon téléphone toujours collé à l'oreille, tentant de composer le numéro d'urgence. Mais l'écran de mon portable est devenu noir. Plus de signal. La panique a monté en moi comme une vague brûlante. J'ai pivoté sur moi-même, cherchant une explication rationnelle. Peut-être un problème réseau? Peut-être. Un bruit léger a brisé le silence derrière moi. Un frémissement, un craquement presque imperceptible. Je me suis figé. L'appartement était censé être vide. J'étais seul. Alors pourquoi avais-je l'impression que quelqu'un d'autre respirait dans la pièce? Les ombres du passé. Mon souffle s'est suspendu. J'ai tendu l'oreille, le cœur battant à tout rompre. Un silence écrasant régnait maintenant, mais j'étais certaine d'avoir entendu quelque chose. Ma main serrait encore mon téléphone, inutile. Plus de signal.
Pas de sortie facile. J'ai avancé lentement vers la porte d'entrée, mes pas feutrés sur le parquet. J'ai posé la main sur la poignée, prête à l'ouvrir et fuir. Mais elle était verrouillée. Je n'avais pourtant pas tourné la clé en rentrant. J'ai tiré, secoué, essayé de tourner la poignée avec plus de force. Rien. Comme si quelque chose, ou quelqu'un, de l'autre côté m'empêchait de sortir. Mon ventre s'est tordu sous l'effet de la peur. Derrière moi, le cœur dans sa boîte semblait me fixer, témoin muet de cette descente en enfer. Puis, mon téléphone a vibré dans ma main. Un appel entrant. Maxime. J'ai décroché immédiatement. Maxime. Je suis enfermé. Il y a quelqu'un ici. Sa voix était paniquée, pressée. Moi aussi. Je me suis figé. Quoi? Quelqu'un. Quelqu'un est entré chez moi. J'ai entendu son souffle rapide de l'autre côté du fil, le bruit de ses pas précipités. Il y avait une boîte, sur mon lit. J'ai senti un frisson glacial me parcourir l'échine. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Ai-je demandé, la gorge serrée. Un silence. Puis il a murmuré. Une bague, couverte de sang. Et une photo de moi. Mon cœur a raté un battement. Une photo de toi? Oui, une photo de moi, en train de dormir. Le vertige m'a prise. Quelqu'un nous surveillait. Quelqu'un était entré chez nous, sans que nous le sachions. J'ai baissé lentement les yeux sur la boîte, devant moi. Et si ce n'était pas un avertissement, mais une promesse? La présence invisible. Je n'avais plus la force de respirer normalement. Tout autour de moi semblait se déformer sous la pression de la peur, l'air lourd, oppressant. Maxime était toujours au bout du fil, mais ses paroles étaient de plus en plus confuses. Élodie, la porte est. Elle est verrouillée de l'intérieur. Il avait dit ça d'une voix brisée. Je suis coincé ici. J'ai eu du mal à saisir la portée de ces mots. Si la porte était verrouillée de l'intérieur, comment était-ce possible? Et pourquoi mon téléphone ne captait-il plus de signal? Pourquoi l'air semblait-il étrangement figé? Je me suis tourné vers la fenêtre, mais elle était fermée, les rideaux tirés. Rien n'avait changé, à part cette sensation que tout était devenu étranger. Le bruit de ma respiration emplissait la pièce, alors que je fixais la porte, toujours obstinément verrouillée. Et puis je l'ai entendu. Un souffle, tout près de moi. Un souffle qui n'était pas le mien, ni celui de Maxime. J'ai pivoté brusquement, mais la pièce était vide. Vide? Ou du moins, c'est ce que je croyais. Mon regard a glissé sur les ombres dans le coin de la pièce, mais rien n'y était. Pourtant, je le sentais. Quelque chose était là. Une présence glacée. J'ai levé les yeux vers le plafond, comme si cette chose pouvait s'y cacher. Et c'est alors que je l'ai entendu. Un léger murmure, comme un souffle, qui glissait dans l'air autour de moi. Tu ne devrais pas m'avoir oublié. Ma gorge s'est serrée. Le visage d'une ancienne amie, une ex de Maxime, m'a traversé l'esprit. Mais non, ce n'était pas elle. Ce n'était pas sa voix. J'ai tenté de parler, de crier à Maxime, mais aucun son ne sortait de ma bouche. L'air était trop épais. Mes yeux se sont écarquillés, cherchant désespérément une issue. Le murmure est revenu, plus proche cette fois. Tu pensais que j'étais parti, mais tu te trompais. Je me suis retourné brusquement. Les murs semblaient se rapprocher. La porte, toujours verrouillée. Le silence était total, à l'exception de ce souffle, cette voix. Elle n'était pas réelle, mais pourtant, je pouvais la sentir. Près de moi, à mes côtés. Et la peur se glissait lentement sous ma peau, me paralysant. Le dénouement, l'amour ne meurt jamais. La pièce était devenue un piège, un labyrinthe où le temps lui-même semblait avoir cessé de couler. Mon regard se tournait sans cesse vers la porte, mais elle restait toujours verrouillée, comme un symbole de ma propre impuissance. Maxime, de l'autre côté de la ligne, semblait de plus en plus distant, sa voix réduite à un murmure incompréhensible. J'ai senti une brise froide effleurer ma nuque, me glaçant jusqu'à l'os. J'ai tourné la tête. Là, dans l'ombre, une silhouette se dessinait lentement, un visage que je connaissais bien. Le visage d'une ancienne amante de Maxime, une femme dont il m'avait parlé dans le passé. Elle était là, dans l'ombre, son regard fixe et vide planté sur moi. Son corps était à peine perceptible, une silhouette qui semblait se fondre dans l'obscurité. Mais ses yeux étaient pleins de rage. Tu pensais que je t'avais oublié, Maxime? La voix, un murmure déformé par la haine, m'a fait frissonner. J'ai voulu crier, mais aucun son ne sortait de ma gorge. Mes jambes étaient comme enchaînées au sol. La peur me paralysait. Elle a fait un pas en avant, et une lumière pâle a éclairé son visage. Il n'était plus humain.
La chair s'était distordue, les yeux agrandis, le sourire figé dans une expression morbide. Elle était devenue un monstre, une créature déformée par l'obsession et le rejet. « Tu m'as oublié, mais tu m'appartiens maintenant. » Sa voix était rauque, presque inhumaine. Soudain, une douleur sourde m'a traversé, comme si quelque chose m'arrachait de l'intérieur. J'ai crié silencieusement, mon corps se tordant sous l'effet de la terreur. Maxime n'était plus que l'écho d'une voix lointaine, comme un fantôme qui meurt dans le vent. Un froid glacial a envahi l'appartement, et tout s'est assombri. L'ombre de l'ex-Namoré s'est approchée de moi, son souffle glacial dans mon oreille. Pour toujours ensemble. Et tout est devenu noir.